Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle avec des gens engagés dans des organismes qui mettent en valeur les savoir-faire traditionnels. Dominique Roy, tu es directrice générale de la Biennale internationale du lin de Portneuf et on se retrouve pour l'entrevue en plein cœur de l'exposition de la 9e édition de la Biennale du lin au Moulin de la Chevrotière à Deschambault-Grondines. Et là, c'est super intéressant parce qu'on est dans une biennale en art actuel, en métier d'art contemporain, autour d'une fibre, autour du lin. Explique-moi pourquoi cette idée-là a germé il y a plusieurs années. Oui, bien, les prémices de la première biennale ont eu lieu en 2003 pour une première exposition en 2005. Et pourquoi le lin? C'est que dans la région ici, on s'est rendu compte qu'il y avait encore... C'était une des dernières régions au Québec où tous les savoir-faire traditionnels liés à la transformation de la fibre de lin étaient encore vivantes, si on veut. Il y avait encore des gens qui connaissaient tout le processus de la plantation à la récolte, à la transformation, au tissage. Il y a eu le Festival du lin qui a eu lieu à Saint-Léonard. C'était pour fêter, en fait, le 75e anniversaire du village. Et puis, ils ont bâti la fête autour de ces savoir-faire-là liés au lin, puisqu'il y avait plusieurs personnes dans le village qui les possédaient toujours. Puis, ils ont eu un grand succès. Donc, le festival a duré pendant 30 ans. Wow. Et puis, suite à ce festival-là, est née la Caserne du lin, qui était un centre d'interprétation du lin, de la fibre et des techniques de transformation. Une entreprise d'économie sociale, donc, qui embauchait des jeunes pour leur permettre un retour au travail. On leur enseignait à filer et à tisser le lin. On produisait des vêtements, des articles en lin, des linges à vaisselle, des articles traditionnels liés à notre mémoire, si on veut, de la fibre. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui se sont réunis puis qui ont accepté de soutenir le projet d'une première biennale. C'était en collaboration avec Culture et patrimoine Deschambault-Grondines qui gérait ici les lieux dans lesquels on est aujourd'hui, entre autres le Moulin de la Chevrotière, le vieux presbytère de Deschambault, l'église aussi Saint-Joseph de Deschambault, qui étaient des lieux qui ont accueilli les expositions de la Biennale dès ses débuts. Avec les années, la Biennale a pris du galon, si on veut. On présentait aussi de l'art contemporain à la Caserne du lin. On a eu des expositions à Saint-Raymond. En fait, on a eu des activités dans 11 des 18 municipalités de la région. Maintenant, on se concentre principalement ici à Deschambault et à Grondines depuis 2019 aussi. On offre la présentation d'une exposition dédiée aux étudiants en art. On a toujours intégré des artistes de la relève à nos expositions, mais avec le temps puis avec les contacts qu'on a établis avec la Maison des métiers d'art, par exemple, le Centre des textiles contemporains, le Centre de design et impression textile, bien, on a trouvé là un bassin de jeunes relèves qui étaient intéressés, puis pour eux, c'était une opportunité rare là, de s'associer à une exposition internationale. Donc, pour nous, bien, c'était très intéressant. Puis la réponse est là. Les gens sont très intéressés. On a des super dossiers. Cette année, on en présente 18 au presbytère de Grondines. C'est ça, il y a énormément d'artistes dans votre programmation à tous les 2 ans. Et là, les artistes travaillent autour du lin. Tu peux donner des exemples d'œuvres ou de façons de travailler de certains artistes là, qui ont exploité le lin de toutes sortes de façons à travers les années? Bien, premièrement, on demande aux artistes de travailler à partir d'une thématique générale qui est choisie, qui leur est proposée. On leur demande en plus d'inclure le lin. Fait qu'ils peuvent utiliser le lin de différentes façons, que ce soit la plante, le textile qu'on connaît, des matériaux composites maintenant qui sont de plus en plus nombreux, qu'on retrouve soit dans la construction, dans l'industrie automobile, etc. Ils peuvent aussi l'utiliser de façon poétique, une évocation poétique, ou encore en faisant référence au savoir-faire traditionnel, justement. Bien, par exemple, cette année, on a une œuvre de Heidi McKenzie qui fait référence au tissage jacquard, qui a été comme une révolution dans l'industrie textile. Son œuvre s'appelle Linenopolis. C'était comme ça qu'on appelait Belfast à l'époque parce que c'était la ville de prédilection pour la production d'un lin de très grande qualité. Et puis, donc, Heidi a reproduit les cartes perforées qu'on utilisait à l'époque dans les métiers jacquard. Donc, c'est une céramiste
Il y a des images qui évoquent le travail du lin, puis qui évoquent aussi les outils utilisés. C'est ça, donc les artistes peuvent l'utiliser de façon conceptuelle, au niveau d'historique, au niveau de la fibre aussi. Donc, il y a des choses qui sont des fois plus littérales, où on reconnaît la fibre du lin dans les œuvres. D'autres fois, c'est vraiment au niveau du concept, au niveau de la démarche artistique. Là. Et à travers les années, on voit que ça continue à inspirer les artistes. Le lin, cette thématique-là, est inépuisable en quelque sorte. Tout à fait. À chaque année, on est vraiment étonné, séduit, ébloui de voir la créativité des artistes, surpris. Toutes les œuvres nous aident à rafraîchir notre idée qu'on a du lin, de nous sortir des linges à vaisselle de nos grands-mères. Oui, c'est ça. Donc, c'est très nourrissant. C'est hyper riche comme sujet. Je te remercie beaucoup, Dominique, et on invite les gens à venir vous visiter et à découvrir, à s'ouvrir sur l'art actuel des métiers d'art contemporains. Bien, merci, Jeanne. Savez-vous que l'histoire économique de Portneuf est intimement liée à la présence anglophone au 18e siècle? L'un des premiers hommes d'affaires britanniques à venir s'installer dans Portneuf est Georges Alsop. En 1773, il acquiert les seigneuries de Jacques-Cartier et d'Auteuil, soit les territoires des actuelles villes de Donnacona, Cap-Santé et Saint-Basile. Il met sur pied plusieurs entreprises, dont des moulins à scie et à farine. Il développe une manufacture de papier et encourage la pêche au saumon. Quelques années plus tard, Edward Hale contribue à la colonisation au nord de la ville de Portneuf. Dans les années 1820, il fait tracer un chemin arpenté et lotir des terres au nord de la rivière Belle-Île, où plusieurs Irlandais et Écossais viennent s'établir. Les familles Ford et Bishop, quant à elles, fondent une puissante industrie du papier qui demeure au cœur de la vie économique pendant plusieurs générations. Ils permettent également le développement du secteur Saint-Charles à Portneuf et celui de Sainte-Christine d'Auvergne, puisqu'ils exploitent également la rivière Sainte-Anne. Donc, si vous apercevez des noms anglophones lors de votre prochaine visite dans le comté, dites-vous que c'est pour souligner l'importance qu'ont eu ces personnages dans le développement économique de la région. Tommy Tessier, on t'a rencontré l'année passée lors d'une autre saison de Jeune Culture. Tu étais en train de travailler sur l'histoire de Sainte-Christine d'Auvergne et c'est suite à ces recherches-là que tu as découvert le Moulin-la-Vallée. Tu peux me parler un peu de son histoire? Le Moulin-la-Vallée, c'était déjà un peu connu des anciens de Sainte-Christine, mais de mémoire, les témoignages que je recevais, c'était toujours la famille Lavallée qui l'avait construit et qui l'avait opéré dès ses débuts. Cependant, en faisant des recherches sur l'éboulis de 1894, on est tombé sur un article qui faisait mention d'un moulin un peu en amont du moulin Agoré qui était détruit, qui s'appelait le moulin Billy Matisse. En regardant sur des cartes cadastrales que dans le livre Haut-du-Lieu de Portneuf, on voyait que les lieux ici étaient occupés par la famille Mathius. Et puis, la description des lieux, que la distance, tout ça concordait pour que le moulin La-Vallée soit en fait le moulin Billy Matisse. J'en ai parlé au président de la Société d'histoire de Portneuf, qui, lui, me confirmait que le lot appartenait à un William Matthews. Et comme le diminutif de William, c'est Bill, c'est fort possible qu'il y ait eu une mésentente entre la communauté anglophone et francophone, et puis que le moulin a été surnommé le moulin Billy Matisse. La toute première mention du moulin datait de 1874, alors qu'il était vendu à M. John Ford, qui lui était un fabricant de papier installé au bout du rang Sainte-Anne à Sainte-Christine. C'est le père du premier maire de Sainte-Christine d'Auvergne et le grand-père de Gwyneth Ford, mieux connu sous le nom de Glenn Ford, l'acteur américain. Toi, tu as découvert ça à travers tes recherches pour les fêtes du 125e de Sainte-Christine. Et là, de fil en aiguille, tu es allé rencontrer le propriétaire ici du Moulin-la-Vallée. Oui, on a fait une première visite en octobre 2020. Le moulin a été bien entretenu par la famille là, depuis qu'eux en ont fait l'acquisition en 1960. Parce qu'il faut comprendre qu'entre 1960 et puis l'achat de John Ford a eu pendant quelques années. Puis en 1913, il l'a vendu à des compagnies forestières qui se l'ont échangé jusqu'à temps que ça devienne la propriété de la famille Lavallée en 1960. Mais cette famille-là a quand même exploité le moulin à partir des années environ 1905. Là, ce serait Godefroy Lavallée, le deuxième secrétaire trésorier de Sainte-Christine, qui l'a été pendant 50 ans environ, qui aurait été le premier à travailler ici des Lavallée. Et puis son fils, René Lavallée, qui est reconnu pour être ingénieux, qui habile de ses mains,
retravailler ici aussi. Puis c'est à lui qu'on devrait plusieurs modifications, restaurations, réparations du moulin. Puis ensuite de ça, c'est devenu un peu une entreprise familiale. Si on veut, là, tous les gens de la famille ont mis la main à la pâte et puis ont travaillé ici. On va justement aller parler avec M. Lavallée. Merci beaucoup, Tony. Monsieur Lavallée, vous êtes propriétaire d'un moulin assis qui est sur votre terre familiale, le moulin Lavallée. Vous avez vous avez eu ce moulin-là de père en fils. C'est assez méconnu ici à Sainte-Christine d'Auvergne. Comment ça se passait une journée de travail typique au moulin, là? Oh mon Dieu, ça commençait avec notre père là, qui mettait le moulin en fonction en ouvrant les vannes pour la turbine, pour que l'eau entre dans la turbine pour faire tourner la grande roue. Là. Puis ensuite, toutes les machines tournaient, puis on pouvait scier les bio, puis différentes opérations là, pour le bois de sciage. Puis est-ce que vous utilisez ça pour vos besoins à vous ou vous en vendiez à un certain moment? Oui, c'était pour vendre surtout, parce que mon père vivait de ça. Ah oui, OK. Oui, il a élevé 11 enfants avec des revenus de ça. Avec les revenus de son moulin ici, là? Oui, dans le temps. Aujourd'hui, bien là, on s'amuse. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous preniez le bois sur la terre ici? Oui, la terre ici, puis ailleurs aussi, là, il y avait d'autres terres, mon père. Puis les cultivateurs emportaient leur bio là, pour faire scier, pour leur utilité, eux autres. Dans ce temps-là, ils développaient l'agriculture, puis les granges, les maisons. Ils venaient faire scier ça ici, puis ils retournaient avec le bois scié. Donc, une activité économique très importante à l'époque pour votre famille. Et là, maintenant, bien, le moulin, effectivement, a besoin d'un peu d'amour et on a des projets qui s'en viennent pour lui redonner peut-être une deuxième vie. Merci beaucoup, M. Lavallée. Samuel Italien-Tessier, tu fais partie de ceux et celles qui ont formé un comité pour sauvegarder en fait ce monument du patrimoine industriel Portnevoix. Quels sont les projets en cours en ce moment? En fait, le but de l'association, c'est de préserver, restaurer et de mettre en valeur le moulin Lavallée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre le comité en branle. On veut finaliser les aspects juridiques, la gouvernance interne qu'on a travaillé. Donc, c'est ce qu'on fait là, à court terme, c'est d'avoir le comité le mieux formé possible pour aller chercher des subventions, pour pouvoir entamer des travaux, si possible, à l'automne. Pour être capable de au moins supporter la partie qu'on voit là-bas, là, de façon à ce que le poids de la neige ne menace pas le moulin de tomber dans la rivière Sainte-Anne. L'hiver dernier, il y a quand même quelques bénévoles qui sont mobilisés. Ils sont venus déneiger le moulin à plusieurs reprises pendant l'hiver. On a quand même été épargnés par la neige l'hiver passé, mais là, je pense qu'il serait temps qu'on puisse faire de quoi de plus permanent pour supporter le moulin et faciliter le déneigement l'année prochaine. Ensuite de ça, on pourrait le remettre en ordre tranquillement, pas vite, remettre éventuellement le mécanisme en marche, probablement pas avec la turbine parce qu'elle est pas mal figée dans la rouille, mais avec un moteur à côté, puis juste faire marcher le mécanisme, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et un bon succès pour l'association. Mon frère, il a fait des recherches historiques l'an passé. Le 3 octobre, on était venu visiter ça. On avait parlé avec le propriétaire, M. Florent Lavallée. On avait visité, il nous avait fait faire le tour. On avait quand même trouvé ça avec beaucoup de potentiel. Puis sans avoir vraiment d'idée précise, on s'était dit il faudrait faire de pas, là, ça serait quand même dommage que le moulin tombe dans la rivière et qu'il n'y ait rien qui soit fait pour ça. Fait que là, au début, Florent était quand même, je dirais pas fermé, mais il était plus ou moins ouvert. Quand il y a eu la crue du 26 décembre, là, il a senti un peu l'urgence. Il a vu que le moulin était quand même est vraiment menacé de s'effondrer à très court terme. Donc là, ils nous ont contactés. Ils ont dit si vous voulez faire de quoi là, avec mon aide et ma conjointe, bien, je suis prêt à me lancer là-dedans. Donc on a créé l'association du Moulin Lavallée à partir de là. Est-ce qu'il y a d'autres moulins assis comme celui-là dans la MRC de Portneuf, à ta connaissance? Sur pilotis comme ça, non. Celui qui pourrait peut-être se comparer, c'est le moulin Bélanger là, dans les environs de Saint-Uride. Mais vraiment, sur pilotis comme ça, il y en avait beaucoup à l'époque. Je pense au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, c'était quand même commun. C'est le seul qu'il y a dans le comté de Portneuf, dans la MRC, puis probablement aussi dans la province de Québec et même plus. Merci beaucoup, Samuel. Des efforts que tu mets dans ce projet-là, ça fait une différence, c'est certain. Puis on a hâte de voir les développements du projet du Moulin Lavallée. Merci. Merci, ça fait plaisir.